Bien, bonjour à tout le monde et bonjour aux internautes. Aujourd'hui, on va parler de prouver les programmes, toujours, comme toute l'année, et de l'ordre supérieur à Coq. Donc, il y a beaucoup de sortes de logique. La dernière fois, on a parlé un peu de calcul des propositions et de calcul des prédicats, qui sont utilisés dans pas mal de systèmes. Cette fois-ci, on va parler de logique d'ordre supérieur, ce qu'il y a de plus puissant en logique. Et dans 2 cours, je modifierai un petit peu le dernier cours pour parler de calcul booléen, donc ce qu'il y a de moins puissant en logique, et vous allez voir que ça a une puissance tout à fait extraordinaire et qu'on fait avec ça des choses absolument merveilleuses. Mais ce n'est pas du tout le même cours. Donc on va parler de l'ordre supérieur à Coq. Coq est un système donc, qui a été fait en France. Et Christine Paulin, qui est un des auteurs de Coq, va ensuite vous faire un séminaire dont je ne sais rien du tout et que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, l'agenda, c'est le suivant. On va reparler un peu des fondements logiques pour ceux qui n'avaient pas vu, puis parce que c'est utile de les rappeler ici. Ensuite, un tout petit peu de type. Alors, le assistant de preuve aurait dû sauter, mais je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas grave. On va parler des assistants HOL, PVS et Isabelle, très brièvement, qui sont des grands classiques du domaine. Et ensuite, on va parler de Coq, de ses principes et de ses grands succès. Alors, commençons par les fondements logiques. Donc ça, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est important de l'avoir bien en tête. Donc on a des propositions élémentaires qui sont en calcul des propositions, pour l'instant, des propositions élémentaires qui sont des choses très simples, qui ont simplement une valeur de vérité vrai-faux, si on veut. Vrai, ça se donne top et bottom se note faux. Hein. C'est des notations assez habituelles qui sont mieux que le 0 et le 1 parce que ça évite les confusions, surtout quand on va faire des circuits. Les formules P et Q, etc. sont construites avec les connecteurs classiques et ou non impliquent et équivalent. On peut aussi écrire équivalent égal, mais égal sert à tout et je préfère être assez ferme sur la notation équivalent pour ne pas tout mélanger. Et je vous rappelle les couleurs. Donc la couleur rose, comme on dit chez moi, est la couleur de la logique et les autres couleurs, on va les voir tout de suite. Eh bien, le marron, c'est la couleur des constantes et des opérations de la Terre, des objets de la Terre. Et le bleu, ça va être les variables et les fonctions des langages. Et donc, le contenu d'une formule A, par exemple, ça peut être quelque chose comme x plus 1 ou f de x plus g de h de x. Alors, j'emploie également des conventions de déteinte, c'est-à-dire que les couleurs peuvent déteindre sur les parenthèses. Les parenthèses, quand je veux insister sur la nature des objets, les parenthèses sont souvent noires, mais quand je veux insister, vous aurez des parenthèses roses pour les opérateurs de la logique, et puis des opérateurs marrons pour les opérateurs du calcul. Évidemment, ce n'est pas comme ça dans les systèmes, mais ça m'est personnellement utile, et ça aide à comprendre un peu plus ce qui se passe quand on mélange les deux. Alors, vous avez ainsi des quantificateurs sur les variables, typiquement les variables des langages. Ça peut être aussi des variables introduites dans la logique elle-même. Donc, quel que soit, il existe. Et donc, ici, on voit que cette formule terrienne x plus z égale y devient une formule logique quand on la met dans des parenthèses roses, comme on dit chez moi. Voilà, théorie axiomatique sur les objets dans certains calculs. Vous allez voir que ce n'est pas le cas dans Coq. Par exemple, les axiomes de Peano pour l'arithmétique, les axiomes de Zermelo-Fraenkel pour la théorie des ensembles sont des choses qui sont très anciennes, bien sûr, mais qui sont importantes en informatique. J'avais parlé du système B d'Abrial avec lequel ont été faits les premiers métros automatiques. Ils travaillent beaucoup sur un sous-ensemble de Zermelo-Fraenkel, en fait. Alors, le calcul des prédicats, donc quand on met des quantificateurs, est lui indécidable, mais il y a contrairement au calcul des propositions qui est décidable, mais il y a des assistants interactifs et des heuristiques dont je ne vais pas parler ici. Alors, il y a 2 façons de regarder la logique. Une façon qui est de donner des valeurs de vérité. Donc, on va les interpréter dans vrai-faux. Une proposition est vraie-faux, et il y a le calcul sur vrai-faux, le calcul classique, qui permet de savoir, grosso modo, si une formule peut être rendue vraie, ce qu'on appelle satisfiable, ou est toujours vraie, ce qu'on appelle tautologique. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va travailler dans les assistants. D'abord parce qu'on ne peut pas faire ça dans le calcul des prédicats, et encore moins dans le calcul des constructions. On va le faire avec des systèmes déductifs. Il y a plusieurs sortes de systèmes déductifs. Le plus abordable, c'est sûrement la déduction naturelle, mais Gérard Huette, grand auteur de Coq qui est là, m'a dit qu'effectivement, c'était un système qui était bien pour vérifier les preuves, mais pas forcément pour les faire. Donc là, j'emprunte à Christine Paulin qui va faire le séminaire un autre système. Mais c'est toujours la même chose. On a un contexte, c'est des formules, c'est l'ensemble des hypothèses qu'on prend pour raisonner, et on a des règles de déduction qui disent si vous avez déjà prouvé les choses d'au-dessus, alors vous pouvez prouver maintenant les choses d'en dessous. Donc les règles de déduction servent à fabriquer des théorèmes. Alors théorème, c'est un nom bidon. Hein.
des choses vraies, des choses prouvées, pardon, des choses prouvées, pas des choses vraies, des choses prouvées, et ça peut s'appeler théorème, lemme, proposition, suivant les jours et les envies. Donc, première règle, le vrai se prouve à partir de n'importe quelle hypothèse. Deuxième règle, si une proposition fait partie des hypothèses, alors elle est prouvée par ces hypothèses. Donc, c'est la trivialité. On introduit les connecteurs par des règles d'introduction. C'est peut-être pas tout à fait vrai dans Gensen, mais là, c'est quand même très juste au fond. Par exemple, si j'ai pu prouver P et j'ai pu prouver Q, alors je peux prouver P et Q. Mais si j'ai pu prouver P, ça me suffit pour prouver P ou Q, et si j'ai pu prouver Q, ça me suffit pour prouver P ou Q. Alors, ce qui est important, c'est que ces règles peuvent se lire dans les deux sens. Quand on lit une preuve, on va les lire de haut en bas, mais quand on fabrique une preuve, on va les lire de bas en haut. C'est-à-dire, j'essaye de prouver P et Q. Pour ça, il faut que je prouve P et il faut que je prouve Q. Donc ça, on va appeler ça un but. La formule qui n'est pas encore prouvée, on va appeler ça un but. Et ça, c'est deux sous-buts. Donc on voit qu'on va construire un arbre, ce qu'on appelle l'arbre de preuves, en développant des preuves et des sous-buts. Ça peut être des arbres gigantesques. Ce n'est pas de ça dont on va s'occuper aujourd'hui. Et puis, il y a des lois qui permettent d'enlever, de dépouiller les opérations. Par exemple, supposons que j'essaye de prouver R à partir d'un ensemble d'hypothèses gamma. Gamma, c'est juste un ensemble. Eh bien, si je sais que comme hypothèse j'ai P et Q, alors je peux me débarrasser du et en disant je rajoute à gamma P et Q séparés maintenant. Et si je peux prouver R comme ça, alors je peux prouver R. C'est juste dire que quand P et Q sont vrais, il n'y a qu'à les prendre tous les deux comme vrais. C'est ce qu'on fait d'habitude dans toutes les opérations élémentaires à l'école. Pour P ou Q, c'est un peu plus compliqué, je rappelle ça. C'est que P ou Q, dans le contexte, il faut le prouver à la fois par P et par Q parce qu'on ne sait pas lequel des deux est vrai. Donc c'est exactement comme pour if then else dans les insertions qu'on avait dit la dernière fois. Et pour implique, c'est un analogue du modus ponens, si on veut. Quand on veut prouver R, si on a P implique Q et si on a Q, et si on a P implique Q, si on a P, d'habitude on dit ça prouve Q, mais là on va aller un peu plus loin. On dit et si avec Q on prouve R, alors on peut prouver R. Ça c'est assez pratique parce qu'en gros le but ne change pas dans l'opération. Bien. Le faux et la négation, ça va être important pour la suite, donc je le rappelle, ça a été dit la dernière fois. Il y a deux formes de logique, même booléenne classique, enfin pas booléenne, calcul des propositions. Chose simple, tout se prouve à partir du faux. S'il y a le faux dans les hypothèses, alors tout est prouvable. Et on peut définir la négation, même si on ne l'a pas, je ne l'ai pas introduite pour l'instant dans les opérateurs, dans les règles, on peut la définir comme P implique faux. Non P, c'est P implique faux. C'est une définition qu'on donne. Une autre façon de le dire, c'est ça. Si à partir de gamma et de P, je prouve faux, alors je peux dire que j'ai prouvé non P. Alors ça, ce n'est pas la négation habituelle. C'est la négation intuitionniste, qui est une négation faible, qui n'obéit pas aux lois de ce type-là. Et puis, il y a une autre partie de raisonnement logique qui s'appelle le raisonnement par l'absurde, ou la preuve par l'absurde, ou le tiers exclu, qui sont pareils. Et donc, ça, qui ne sont pas autorisés en intuitionnisme, mais qui sont valides en classique. Donc, preuve par l'absurde, c'est si je prends ce que je sais déjà, si je rajoute non P et que de ça je déduis faux, j'en déduis que P est vrai. Pourquoi? Parce que P est soit vrai, soit faux, ce qui est marqué là. Enfin, ça entraîne ça, pardon. P ou non P est prouvable. Ça va entraîner que P est soit vrai, soit faux. Donc ça, c'est la logique classique. Alors, ce trait-là va être important, mais il n'est pas si facile à voir ici. On va le voir mieux avec les quantificateurs. Les quantificateurs, c'est assez simple. Si je peux prouver à partir de gamma P de x, où x est une nouvelle variable toute fraîche sur laquelle je ne sais rien, comme je n'ai fait aucune hypothèse sur x, eh bien, je peux prouver à ce moment-là essentiellement P de t pour n'importe quel t qui remplace x. Donc si c'est vrai qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. Si j'ai prouvé P de x avec x complètement libre, alors je peux prouver pour tout x P de x. Je peux mettre le quantificateur puisque je n'ai fait aucune hypothèse sur x. Je me suis mélangé, excusez-moi. Pour défaire le quantificateur, je dis que s'il est vrai que pour tout x P de x est dans gamma, et si je peux prouver Q à partir d'un certain t, alors à ce moment-là, je peux prouver Q. Ben oui, parce que c'est forcément vrai pour ce t, c'est ça l'idée. Pour le quantificateur existentiel, eh bien, ça c'est important, en logique intuitionniste, c'est vraiment la seule façon de faire. C'est pour prouver qu'il existe x P de x, il faut que je montre t, il faut que je le montre. Il faut que je trouve un objet t qui vérifie
et qui vérifie P de T. Il faut que j'ai P de T pour prouver qu'il existe X, P de X. Je ne peux pas raisonner par l'absurde en intuitionniste. D'accord? Bon, je ne fais pas l'autre. Alors, en classique, en logique classique, le raisonnement par l'absurde, c'est celui qu'on emploie souvent. Pour montrer que quelque chose existe, on se dit, c'est pareil de montrer qu'il est impossible que pour tout X, on ait le contraire de la propriété. Donc ça ne va pas marcher en intuitionniste. Alors, ça, c'est le raisonnement par l'absurde qui a un côté magique, qui a du sens. La logique classique a complètement du sens, mais vous allez voir pourquoi on va distinguer les deux. Et en intuitionniste, un intuitionniste dit, j'accepte pas ce raisonnement, parce que là, vous me dites, il existe X, P de X, mais je ne sais pas ce que c'est, ce X, je ne l'ai pas vu. Moi, je veux le voir. Saint Thomas, je veux voir pour croire. Je veux ce T, qu'on appelle un témoin. Voilà. Donc, ça, c'est l'intuitionnisme. Et bon, quand il existe un X, on peut démontrer qu'il est impossible que P soit toujours faux. C'est assez clair. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est pour ça que le raisonnement par l'absurde n'est pas vrai. De la négation de pour tout X non P de X, je ne peux pas déduire il existe X, P de X parce que je n'ai pas de témoin. Bon. Donc, les deux logiques sont intéressantes, elles vont être toutes les deux utilisées, mais vous allez voir qu'il y en a une qui a une propriété différente de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordre supérieur? L'ordre supérieur, c'est de quantifier sur les prédicats. Et quantifier, d'écrire quel que soit P, où P est un prédicat. Et qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne énormément d'expressivité. Alors, voici quelque chose qu'on apprend à l'école, quand on est studieux, l'axiome de récurrence. La récurrence, la preuve par récurrence, repose là-dessus. Si P de 0 est vrai et si pour tout n P de n implique P de n plus 1, alors pour tout n P de n. D'accord? C'est comme ça qu'on fait des récurrences. C'est vrai pour 0 et si c'est vrai pour n, ça implique pour n plus 1, donc c'est bon, c'est vrai tout le temps. OK? Mais ça, ce n'est pas un axiome. Ce n'est pas un axiome en calcul des prédicats, c'est ce qu'on appelle un schéma d'axiome, parce qu'il faut en faire une copie pour chaque P. Chaque fois que vous prenez un P, vous prenez une copie nouvelle de cet axiome en remplaçant P par sa valeur. Et ça veut dire qu'il faut une infinité d'axiomes dans le calcul des prédicats. Donc une difficulté en cache une autre. Bon, ce n'est pas très grave parce qu'à tout moment, on en a besoin d'un nombre fini, mais ce n'est pas trivial. Si vous quantifiez sur les prédicats, alors vous pouvez définir un axiome de récurrence unique. Vous dites, pour tout prédicat P, si P de 0 et si pour tout n P de n implique P de n plus 1, alors pour tout n P de n. J'ai quantifié pour le prédicat, et il me manque... Non, c'est tout. Il y a pas de... Je pensais qu'il manquait une parenthèse, mais ce n'est pas vrai. P est devenu une variable normale de la logique, et maintenant, il n'y a pas besoin de faire des schémas d'axiomes, il suffit d'instancier P par le prédicat que vous voulez. Et ça, c'est la règle normale de quel que soit qui fait ça. Donc, on voit que la logique, évidemment, elle est plus simple en un sens, puis elle va être beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce que calculer sur les formules logiques, les calculs syntaxiques qu'on va faire dans les systèmes de preuves sont plus durs. Et par exemple, il y a un calcul, le calcul est plus technique, et par exemple l'unification qui consiste à regarder si une formule est une instance d'une autre. Par exemple, quand on cherche un pattern, quand on cherche une forme de formule, on a le pattern et on dit ma formule, est-ce qu'elle peut être, est-ce que c'est une instance de celle-là en faisant des substitutions de variables? Eh bien, pour l'ordre supérieur, c'est tout à fait indécidable, et il y a heureusement un algorithme qui sert beaucoup, qui est dû à Gérard Huette, qui est ici. Alors, je ne vais pas parler d'assistant de preuve, j'ai juste fait toute petite permutation aujourd'hui avant les titres, désolé. Mais les systèmes de type. Donc pour l'instant, on n'a pas mis de type dans tout ça, mais les systèmes de type vont être cruciaux pour Coq en particulier. Donc les systèmes de type, il y en a plusieurs sortes. Dans les langages de programmation comme Lisp ou Scheme, si vous faites plus chou carotte, alors c'est toujours entre parenthèses dans ces langages-là, eh bien vous allez avoir runtime error. C'est-à-dire à l'exécution, la machine va s'arrêter et vous dire « Oh là là, vous ajoutez un chou et une carotte » et ça ne marche pas. En C, il y a un système de type, on déclare int x, chou, toto, carotte, bidule, et le système de type essaye de détecter de façon assez habile si vous n'êtes pas en train d'ajouter un chou ou une carotte, mais il essaie de faire ça à la compilation. C'est-à-dire que ce n'est pas avant qu'on exécute le programme. Ceci dit, dans C, ça ne marche pas si facilement que ça. Pourquoi? Parce que C est un langage d'assemblage, de niveau assembleur, si on veut, largement. Et il faut, quand on fait du système, par exemple, il faut dire « Oh, mais ce pointeur-là est devenu un entier » ou « Cet entier-là est devenu un pointeur ». Donc il y a ce qu'on appelle les coercions de type qui font qu'on a un système de type assez mou.
Certains langages, comme C++, ont des systèmes de type qui sont carrément pas très cohérents, au sens logique. Par contre, en ML Haskell, j'ai montré ça la dernière fois avec le type preuve qui est venu dans ML. Les types sont très importants et sont des chasseurs de bugs, d'une part, parce qu'il y a énormément de choses qui sont détectées au type checking, et aussi une aide à l'architecture. Et ça se voyait dans ces deux types fondamentaux que j'avais présentés la dernière fois, le type des assistants de preuve, le type de base. J'ai un but, la formule à prouver, qui n'est pas un théorème, c'est une formule, et une règle de déduction, ou une tactique, si on veut, ça va fabriquer une liste de sous-buts et une preuve. Et vous voyez, quand vous suivez vos règles, vous remontez pour les sous-buts, et la preuve, c'est ce qui va permettre de refabriquer le théorème à partir des théorèmes que vous avez démontrés sur les sous-buts. Et donc, c'est ce type-là qui a conduit à ML. C'est l'invention de ce type-là. Ça, je me souviens, j'y étais, c'était assez fantastique. Alors, il y a des théories des types beaucoup plus évoluées. La théorie des types de Martin Löf, qui va servir comme un des fondements de Coq. Le système F de Girard, où les types sont eux-mêmes des lambda expressions, c'est-à-dire les types sont complètement fonctionnels eux-mêmes, avec un théorème très très important qui dit que tous les calculs s'arrêtent. Ce système a été aussi inventé par John Reynolds pour la modularisation dans les langages de programmation de façon tout à fait indépendante. Et puis le calcul des constructions inductives, donc, qui a démarré sous la forme de calcul des constructions Wett-Cocan en 1984. Et ensuite, Christine Paulin, en 1989, a rajouté l'aspect inductif qui va être fondamental, vous allez le voir. Et donc, on a là beaucoup de choses, des types dépendants et surtout une unification absolue de calcul, logique et preuve. Calculer et prouver, ça ne va plus être deux opérations différentes, ça va être la même opération. En particulier, quand on exécute, c'est la même opération. Alors, les types dépendants, juste une petite intuition sur les types dépendants. Les types dépendants, c'est pas la version la plus simple, c'est par exemple, j'ai une fonction qui prend deux arguments, elle prend un entier n et un tableau de taille n. Ah, ben on voit qu'il y a une dépendance, c'est-à-dire que le premier donne la taille du second. Donc le premier type dépend du second. Le second type dépend de la valeur de la première variable. C'est ça qu'on appelle un type dépendant. Il y a une dépendance dans les listes d'arguments. On sait, vous ne pouvez pas faire ça. En ML, vous ne pouvez pas faire ça, sauf au niveau des modules, c'est assez différent. Mais tous les types sont indépendants. Vous avez int, vous avez bool et tout, mais vous ne pouvez pas, en C, dire j'ai un entier n et un tableau de taille n. Ça donne une puissance de programmation très grande, et comme on va le voir. Alors, avant de parler de ça, on va revenir aux assistants classiques, c'est-à-dire ceux qui sont fondés sur le calcul d'ordre supérieur, sans type dépendant et avec beaucoup de puissance. Donc, il y en a trois que je vais vous mentionner et je vais vous dire pas la tête qu'ils ont, ce n'est pas la peine, mais plutôt ce qu'on fait avec. Donc, HOL, ça veut dire Higher Order Logic. Donc là, ça est marqué dans le nom que c'est des types d'ordre supérieur. PVS, tiens, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Program Verification System. Voilà, qui est fait à SRI, donc HOL à Cambridge, PVS à SRI, et Isabelle à Cambridge aussi. Donc HOL a été fait par Mike Gordon au début, PVS par Orr, Shankar et Rushby, et Isabelle par Larry Paulson à Cambridge. Alors, ces assistants sont de l'ordre supérieur, plus on va axiomatiser les données à l'intérieur, on va faire des théories axiomatiques, plus dans HOL, par exemple, on ne peut écrire que des fonctions, le système ne va gérer que des fonctions qui se terminent. J'avais mentionné la dernière fois que le premier assistant de preuve LCF permettait de gérer des fonctions qui ne se terminent pas, en introduisant bottom, le symbole explicite qui dit « je ne me termine pas ». Mais c'est très très casse-pied à utiliser, donc on a laissé tomber ça. Alors, ce qui est très intéressant dans HOL, c'est sa simplicité extrême. Quand on fait un assistant de preuve, la première question que pose tout le monde avec un petit sourire, c'est ben oui, mais qu'est-ce qui prouve l'assistant de preuve, hein? Alors, il y a deux choses, il y a des théorèmes de maths, et puis il y a la simplicité du noyau. Par exemple, le vérifieur, la partie clé, vraiment la partie importante de HOL Lite, qui est la version de John Harrison d'HOL à Intel, cette version fait 300 lignes de code. Donc 300 lignes de code, c'est examinable, c'est une preuve mathématique courte, donc c'est au niveau maximal de ce qu'on peut vérifier de façon humaine, hein. Alors ça veut dire quoi? C'est très important, ça veut dire que ce noyau-là va servir à prouver tout le reste.
Donc, le fait d'avoir un noyau de confiance permet de ramener la confiance de toutes les autres preuves à celle-là. Et cette confiance est extrêmement élevée, puisqu'on peut faire de mieux en maths. Alors ça a servi pas mal. Par exemple, c'est rendu célèbre par le fameux bug de division du Pentium Pro en 1989, qui a coûté 475 millions de dollars à Intel, une erreur dans la division, que je vous raconterai un jour parce qu'elle est tout à fait magnifique. Et donc, à la suite de ça, John Harrison a fait une preuve entière de l'ensemble de l'arithmétique fixe et flottante des Pentium. Maintenant, c'est devenu complètement standard. Attention, hein, c'est compliqué l'arithmétique. Regardez la division flottante et même la division fixe d'ailleurs, c'est tout à fait compliqué. La conjecture de Kepler, c'est beaucoup plus récent, c'est l'été 2014. La conjecture de Kepler, vous vous rappelez, c'est le packing des oranges, que l'épicier normal range les oranges de façon optimale, ce qu'il savait déjà, mais il a fallu extrêmement longtemps pour le prouver. Et donc, la preuve a été déclarée terminée cet été, et ça a utilisé beaucoup HOL, pas que HOL. Ce sont des calculs polynomiaux gigantesques et des tas de preuves. Donc ça, c'est fini. PVS est utilisé, c'est assez différent, PVS. C'est utilisé, c'est un système qui est écrit en Lisp, Scheme, et qui est très très automatisé. Je vous ai dit qu'il y avait deux genres de choses, les assistants et les systèmes automatisés. Donc il y a beaucoup d'algorithmes automatiques à l'intérieur de PVS qui essayent de traiter énormément de cas communs. Avec un petit caveat, c'est que ces algorithmes ne sont pas prouvés logiquement. Donc quand ces algorithmes rendent un résultat, eh ben, on est quelquefois obligé de dire « je n'ai pas de preuve de ce résultat, donc je vais accepter que l'algorithme marche ». Et là, il y a des bugs. Il est arrivé de trouver des bugs dans PVS, ce qui fait que ce n'est pas la même sûreté que les autres, mais ça a aussi ses grandes qualités, qui est que c'est très expert en automatisation. Et ça sert en avionique, en spatial, etc. D'ailleurs, c'est développé pas dans la recherche publique, ça. Isabelle, ce n'est pas un système du même type, c'est une métalogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique câblée comme en HOL, mais il y a un système de métalogique, ce qu'on appelle un logical framework, qui va permettre de câbler des logiques à l'intérieur. Et donc Isabelle a plusieurs instances, comme Isabelle HOL, Isabelle d'Ermelo-Frankel, etc. Et ça a servi à faire des maths aussi, ça a servi en particulier à faire la preuve du micro-noyau SEL4, SL4 si vous voulez. La dernière fois, Dominique Bolignano nous a parlé de la preuve qu'ils ont faite chez Prove and Run de noyau de système d'exploitation Minix. Ça, c'est la première qui a été faite. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'était dans une équipe mixte où il y avait des gens de preuve et des gens de système d'exploitation. Pour trouver plus loin les uns des autres, c'est juste pas possible. Un système d'exploitation, c'est des structures de données hyper chiadées, tous les bits travaillés au millimètre, et la preuve, en général, c'est surtout on n'optimise rien. Maintenant, ça change, et donc là, le but était de faire un système qualité industrielle, il est industriel maintenant, et très largement prouvé. On ne peut pas tout prouver sur un système d'exploitation, par exemple en termes de sécurité, qu'il n'y a pas de canon caché pour les attaques de sécurité. Le problème n'est même pas posable, donc il n'est pas non plus prouvable. Mais c'est très prouvé. Alors, ce qui a été fait, c'est un prototype en Haskell. Alors Haskell, c'est un langage type lambda calcul, type Camel, mais beaucoup plus compliqué quelque part, beaucoup plus riche. Enfin, par certains côtés, c'est assez difficile à dire, mais c'est un langage que les Anglais utilisent beaucoup. Contrairement aux Français, il y a la manche entre les deux. Hein. Les Français utilisent beaucoup plus Camel. Mais Haskell, c'est vraiment l'opposé de C. C'est pas possible de trouver plus loin. Et donc, pour faire un système d'exploitation, il a été fait une espèce de version abstraite de ce système. Et ensuite, cette version a été traduite automatiquement en Isabelle. Et dans cette version, il y a deux choses. Il y a des assertions qui vont dire qu'est-ce que doit faire le système, qu'est-ce qu'il doit valider, qu'est-ce qu'il ne doit jamais faire. Et puis il y a le code, et donc ça a été traduit en essentiellement deux morceaux, les spécifications abstraites et un code abstrait exécutable, mais pas efficace. Et ensuite, il y a eu une preuve faite en Isabelle de raffinement, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose, ça c'est plus précis, que les spécifications exécutables correspondent aux spécifications abstraites qu'elles sont légales. Mais ça, ce n'était pas efficace. Et ensuite, il y a eu un très gros travail graduel de transformation de structures de données par les gens du système, beaucoup, accompagné de preuves sur tout le chemin. Donc cette petite flèche-là, en fait, c'est un monstre, c'est vraiment gros, pour arriver à un code C efficace, qui est maintenant industriel. Et évidemment, une preuve de raffinement, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais une preuve de raffinement sur le trajet. Et c'est seulement 10% plus long et plus gros que le noyau standard.
mais ça a été déjà beaucoup installé et c'est quelque chose qui existe dans les téléphones, par exemple, et c'est maintenant devenu industriel. Donc, la preuve n'est plus du tout réservée aux exercices de style. Bien, Gerwin Klein a été un des grands artisans et Gernot Heiser a tenu le projet de main de maître parce que tenir ces communautés aussi longtemps sur une communauté aussi différente sur un projet aussi dur, c'est vraiment pas simple. Bon, alors passons à Hacock qui va être l'essentiel de la journée. Alors, c'est l'intégration du calcul et de la preuve. Donc j'ai déjà parlé un peu de ces racines, mais il y a deux versions, le calcul des constructions 1984, et j'ai eu l'honneur d'avoir le dernier bug corrigé chez moi à 11h du soir entre Thierry Coquan et Gérard Huette, et ensuite le calcul inductif. Alors, les racines, j'en ai déjà parlé, donc je ne les rappelle pas ici, mais il y a d'autres racines, c'est les systèmes de manipulation de programmes, c'est-à-dire des racines qui ne sont pas de la logique, mais qui viennent vraiment de la manipulation de textes de programmes, de choses syntaxiques, comme Mentor et Centaur, qui avaient été faits par Gilles Kahn en particulier, et Gérard Huette pour Mentor et d'autres. Et donc, c'est important parce que ce n'est pas concerné par l'aspect logique, c'est extrêmement concerné par l'aspect génie logiciel, génie mathématique, de faire tout ça en vrai. Une implémentation initiale qui avait été faite par Huette Coquan, puis Christine Paulin, et ensuite qui a été reprise complètement par Chet Murty. Et bon, c'est une histoire compliquée. Il y a énormément de gens qui ont travaillé dedans et qui continuent à travailler dedans. Et il y a deux choses fondamentales dont je vous donnerai les références à la fin, qui m'ont beaucoup servi. Le livre Coq Art de Berthaud et Castéran, et puis un guide et plein d'exemples de Benjamin Pierce, qui est un prodigieux vulgarisateur en dehors du fait que c'est un grand scientifique, et sur lequel j'apprends moi-même en ce moment, et c'est assez extraordinairement fait. Les deux. Bien. Pour les racines, le séminaire de Gérard Huette du 2 décembre 2009 vous rééclairera là-dessus, il en avait longuement parlé. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans Coq? Première chose, un langage très riche, Galina, c'est normal quand on s'appelle Coq. C'est un lambda calcul plus un système de type d'ordre supérieur, vous effrayez pas, on va voir ça, c'est pas si simple, le nom est barbare mais la chose pas. Polymorphisme, type dépendant, etc. Mais surtout, il y a un typage décidable. Ça, c'est vraiment très important. Quand vous écrivez un programme, eh bien, le système va vous dire il est bon ou il n'est pas bon. Il ne va pas vous dire s'il est légal ou il n'est pas légal. Hein, ça, il va vous dire ça. Bon, c'est un autre problème. Et tous les termes sont fortement normalisables. Ça veut dire que dans Coq, dès qu'un programme est bien typé, ses calculs s'arrêtent. Et on ne peut pas écrire de programme qui ne termine pas. Ah, ça a une conséquence déjà, c'est qu'on ne peut pas écrire tous les programmes, parce que le théorème de Rice, théorème fondamental de la récursivité, dit en gros que tout ce qui est non trivial est indécidable, pour simplifier. Et donc, en particulier, il va avoir comme conséquence qu'il n'est pas possible de faire un langage de programmation qui écrive tous les programmes qui s'arrêtent et rien que des programmes qui s'arrêtent. Ce n'est pas possible. Si vous avez tous les programmes qui s'arrêtent, vous avez forcément un programme qui ne s'arrête pas. Bon, mais vous allez voir que ça en fait, pour en sortir, c'est quand même pas facile. Et il n'y a pas de distinction programme-épreuve autre que par les types. Il n'y en a pas au niveau du calcul. Ça, c'est vraiment important. Puis, il y a des tas de notations qui permettent de faire comme d'habitude en maths. Et pour programmer, ça, c'est la grande différence avec les autres systèmes. En Coq, on programme. On n'axiomatise pas, on programme. Et donc, il y a des définitions récursives. Et puis, il y a tout un tas de choses pour faire des très grands programmes, les modules, etc., dont je ne vais pas vous parler du tout. Et puis, pour prouver, il y a des systèmes de tactique. Comme j'avais un peu dit la dernière fois, il y en a des classiques. Et puis, il y a SSReflect, qui est une tactique introduite par Georges Gontier pour mélanger encore plus finement calcul-épreuve, qui a été utilisée pour les résultats que je vous donnerai à la fin. Alors, la première chose dans Coq, c'est la correspondance de Curie-Howard. J'en avais déjà parlé pour le rapport entre l'électricité et la logique intuitionniste, où j'avais montré dans mon cours l'année dernière qu'il y avait identité entre le parcours des électrons dans un circuit et l'interprétation par logique intuitionniste des équations du circuit. Mais là, c'est un peu plus fort. Donc, je reviens sur la preuve que j'avais faite la dernière fois, parce qu'elle est très simple, mais qu'elle est très instructive. Donc, c'est la transitivité de l'implication. Je vous rappelle qu'on dit que la flèche, et on écrit l'implication avec une flèche, on va voir tout de suite pourquoi, ça associe à droite. Donc ça, c'est P implique Q, implique Q implique R, implique P implique R. Mais ça se dit mieux comme ça, parce qu'on voit qu'il y a trois arguments, P implique Q, Q implique R, P.
Alors, la preuve, eh bien, elle consiste à ça. Je n'ai pas éteint mon mailer, je suis désolé. Voilà. La preuve consiste à mettre ça comme but. Je veux prouver ça, donc je tire un trait et je vais essayer de regarder quoi mettre comme hypothèse. Alors, la première chose, c'est de prendre les trois morceaux qui sont là, les antécédents de l'implication, et de dire, au lieu de les mettre dans l'implication, je les mets dans le contexte. Et je les mets comme hypothèse, H1, H2, H3, et puis maintenant je veux prouver, c'est ce qu'on appelle le raisonnement hypothétique, je veux prouver R, sachant H1, H2 et H3. Ensuite, bon là il n'y a qu'un seul sous-but, il n'y en aura toujours qu'un seul, mais en réalité vous pouvez en avoir plein. Donc je vais utiliser H2 parce que je sais Q implique R. Donc les règles de déduction me disent que pour prouver R sachant Q implique R, eh bien en exécutant cette commande de Coq, apply H2, eh bien, ça va me demander simplement, bon, maintenant, il suffit de prouver Q. Je vais faire la même chose avec H1, donc il me suffit de prouver P, et P est déjà dans les hypothèses, donc ça tombe bien. Je vais dire assumption, qui consiste à dire, utilise la règle triviale, si gamma P, alors, si P appartient à gamma, alors gamma P. Et là, le contexte ici est vide. Hein. Gamma, il est là, pardon, le contexte, il est là. Hein. Gamma P, okay, et P est dans gamma. Voilà, ça c'est la règle. Donc c'est très bien. Et puis là, on dit, dans n'importe quel système, on entend la bonne information, no more subgoals, et là on dit QED. Et QED, ça veut dire quid esta, bon, je ne parle plus latin, c'est pas grave, c'est démontré. Alors dans les autres systèmes, en général, bon, ben, c'est bien, ça nous enregistre la chose comme théorème. Dans Coq, ça fait autre chose. Dans Coq, ça fait autre chose. Voilà. Et on va voir ce que ça fait. Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre l'idée qui est derrière, c'est la notion de preuve. Une preuve de P implique Q est une fonction qui prend en argument une preuve de P et renvoie une preuve de Q. Donc on met les preuves comme objet de calcul. Prouver P implique Q, c'est prendre une preuve de P et rendre une preuve de Q. Et la preuve est un objet noble. Par exemple, ce n'est pas le cas dans HOL qui ne stocke pas les preuves. Alors, autrement dit, prouver Q par modus ponens, c'est appliquer une preuve de P implique Q à une preuve de P pour obtenir une preuve de Q. Mais appliquer une fonction à un argument, c'est l'opération de base du lambda calcul et des langages de programmation. Hein? Donc on va l'écrire comme ça. Soit f une preuve de P implique Q, soit x une preuve de P, alors f de x est une preuve de Q. Donc on décore les règles primitives, bon, ce n'est pas celle qu'on avait tout à l'heure, mais elle est dérivable, celle-là, modus ponens, on la décore par le nom des preuves. Et ces preuves vont être des vrais objets en machine. On va même pouvoir aller les voir, aller jouer avec si on veut. Hein. Alors, ça explique déjà pourquoi on identifie implique et flèche. Parce que flèche, c'est pour les fonctions, et là, on est en train de dire qu'implique, c'est exactement la même chose qu'une fonction. OK. Donc, ça veut dire que le langage naturel des preuves, eh bien, c'est les fonctions et les applications. C'est ce qu'on appelle le lambda calcul. Et donc, on peut dire que P implique Q, c'est le type de la preuve. Donc, une preuve, c'est un objet qui a un type qui est un théorème. Ça, c'est la première idée fondamentale. Donc, le théorème prouvé est le type de la preuve. Et ça va suffire pour identifier vraiment en grand les notions de preuve et de calcul. Et de faire que les preuves sont des objets de calcul standards. Alors, si nous reprenons notre preuve ici, quand on tape QED, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que la machine a vraiment fabriqué cette fonction. Et qu'est-ce que c'est cette fonction? On peut l'imprimer. Donc ça, c'est une commande Coq légale. La transitivité de l'implication, c'est quoi? C'est la fonction qui prend une preuve de P implique Q, qui prend une preuve de Q implique R, qui prend une preuve de P, et qui les combine comme ça. C'est la composition des fonctions. La preuve de la transitivité de l'implication, c'est la composition des fonctions. J'applique H1 à H3. J'applique une preuve de Q implique R à... Non, H1, pardon. J'applique H1 à H3. J'applique une preuve de P implique Q à P, ça me donne une preuve de Q. À ça, je peux appliquer H2, ça va me donner une preuve de R. Et donc, ce terme-là, c'est la preuve, et le type de ce terme, c'est le théorème. Et ça fait vraiment une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas deux calculs différents pour les preuves et pour la programmation. Alors, on va le voir. Donc, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, hein, c'est que cette preuve, la voilà. Et cette preuve, c'est un vrai objet du lambda calcul, exactement comme la fonction factorielle. Et son type est là. Alors, en Coq, tout terme a un type.
mais tout type aussi, parce qu'un type est un terme, donc il a aussi un type. Ça va appeler sa sorte, et je le mettrai en vert. Et alors pour simplifier, on va supposer qu'il y a un extra-type super duper qui s'appelle type. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça nous suffira. Alors il y a deux types qui vont nous intéresser beaucoup. C'est le type 7, qui est marron, c'est le type des objets de la programmation. Et par exemple, NAT, alors là j'ai mis en marron, mais ce n'est pas légal, il aurait dû être bleu, mais il est tellement utile. NAT qui était 7, hein, c'est un type d'ensemble, Z, c'est un type d'ensemble. Et ça va être ce qu'on appelle les types de spécification. Et les objets de type 7, en gros, c'est ce qu'on va appeler des types de spécification. Et puis on a un autre type qui est pour la logique intuitionniste, qui est prop. Et donc prop, c'est des vérités logiques, les choses prouvables par des preuves. Il n'y a pas d'autre moyen de construire des objets dans prop que par des preuves d'une seule théorie. Ce n'est pas comme dans Isabelle, d'une seule théorie qui est le calcul des constructions inductives. Bien. Alors, il y a une grosse différence quand même pratique entre programme et preuve. C'est qu'on dit qu'un programme a pour type une spécification. Ça, c'est sympa, mais deux programmes différents ne sont pas franchement équivalents. Si vous écrivez un programme de tri en N2 et un programme de tri en log N, vous n'allez pas dire qu'ils sont équivalents en pratique. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle programme relevance. Ça veut dire que les programmes ne sont pas... il peut y avoir plusieurs programmes pour chaque spécification, mais ils ne sont pas tous pareils. Proof irrelevance, en revanche, quand vous avez prouvé un théorème, que ce soit avec cette preuve-ci ou cette preuve-là, ça ne va pas tellement changer grand-chose. Parce que c'est surtout le type qui va compter. Hein? Bon, alors évidemment, il y a des preuves plus élégantes que d'autres. Alors, comment est-ce qu'on programme? Donc, j'ai dit que c'est un langage de programmation. Donc NAT que j'avais mis, ou bool que j'aurais mis en marron au début, dans les langages j'aurais dit c'est un objet primitif, ce n'est pas un objet primitif. Voilà ce que c'est que bool, c'est un ensemble défini inductivement, bon là l'induction est triviale, par deux cas, vrai et faux. Alors quand on fait ça, immédiatement le système met en place un principe de récurrence. Alors là il n'y a pas vraiment de récurrence, c'est un faux principe de récurrence, il dit la chose suivante. Non, avant ça, je vais mettre la négation. Donc la négation, ça se fait comme ça. Vous prenez un booléen, et puis vous regardez ce que vaut ce booléen, et si c'est vrai, vous rendez faux. Si c'est faux, vous rendez vrai. Donc c'est tout à fait comme Camel. Hein, c'est la même chose pour l'instant. Si vous demandez le type de neg, ça va vous répondre bool bool. Vraiment bien. Mais vous voyez, j'ai déjà eu la tendance de mettre bool en marron parce que on s'en sert tellement souvent qu'il devrait être en bleu, mais il y aurait trop de bleu partout. Et le principe de récurrence, le voilà, c'est que pour tout prédicat de bool dans prop, donc ça c'est une vérité logique, pour toute bool dans prop, si j'ai P de true et si j'ai P de false, alors pour tout B booléen, j'ai P de B. Bon, appeler ça un principe de récurrence, c'est un peu exagéré, mais vous allez voir que c'est exactement la même chose quand même. Alors si je veux faire les entiers, ben, c'est pareil. NAT, c'est de type 7, et j'ai 0, et S qui est une fonction de NAT dans NAT. Donc les entiers, on l'a fait comme d'habitude, en 0, successeur de 0, etc. 2, c'est SS0, c'est une abréviation qui existe. Mais le principe de récurrence, le voilà. Et lui, il est défini automatiquement par le système. C'est la théorie qui le donne. Hein. Ce n'est pas magique, hein. C'est juste la théorie qui dit que c'est ça son principe de récurrence. Donc, pour tout P NAT dans propre, si j'ai P de 0 et si pour tout n, Pn implique P du successeur de n, alors pour tout n, Pn. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu exactement avant, mais là, il n'y a plus besoin de l'écrire, il est défini, il est dans le système déjà. Pour toutes ces définitions de structure de données, vous allez avoir un principe de récurrence. Puis après, on peut définir des opérateurs par point fixe, mais pas n'importe quoi. On ne peut pas écrire f de x égale f de x. On est obligé d'utiliser ces constructeurs-là, c'est-à-dire de déconstruire les termes, toujours. Et donc, voilà comment on fait plus en raisonnant ici, on va raisonner sur M, récursion sur M. La dernière fois, c'était sur N, chez McCarthy, mais c'est pareil. Et donc, si M vaut 0, c'est N. Sinon, si M, c'est le successeur d'un M', eh bien, je récure en prenant le successeur de plus M'. Donc ça, c'est complètement classique. Ça marche très bien. Et plus, c'est là, voilà. Ah, mais on peut aller beaucoup plus loin, parce que ce qu'on sait, c'est que si on fait ça, on a la hiérarchie primitive récursive, j'en avais parlé, on a plus, multiplié, exponentiel, super exponentiel, tagada, hiérarchie infinie, mais il y a des tas de choses qui ne sont pas dedans, et par exemple Ackermann, que j'ai montré la dernière fois. Ackermann, ça se fait tout seul, je n'irai pas jusque-là, mais très facilement quand on connaît bien. On va utiliser
un opérateur d'ordre supérieur et de type dépendant, qui s'appelle itéré. Donc je prends d'abord un ensemble quelconque, n'importe quoi, ça va itérer n'importe quoi. Je prends une fonction de cet ensemble dans cet ensemble. Donc ça, c'est un type dépendant, puisque A est là, et le type de f dépend du type de l'objet précédent. Ensuite, je prends un entier, et je vais rendre une fonction de A dans A. Alors c'est très simple. Le A ici, donc type dépendant, il va être distribué partout. C'est un type dépendant d'un argument précédent, simplement. Alors qu'est-ce que c'est que cet iterate? Eh bien, c'est tout bête. C'est iterate pour le type A de la fonction f de l'entier n et d'une valeur petit a qui est là, ça rend f puissance n de A. Ça itère n fois la fonction f. Bon, c'est sympa. C'est parfaitement typé en coq. Je ne vous ai pas donné le code d'iterate. Hein. Il se trouve dans le cocart. Avec ça, on peut redéfinir tout ce que j'ai dit. On peut dire que qu'est-ce que c'est que plus? Ben plus, c'est itérer le successeur des entiers, dans les entiers. Plus, c'est juste, c'est itérer, vous voyez, il y a un argument m et puis un argument n. Et j'itère essentiellement la fonction successeur appliquée m fois à l'argument n. Ça, c'est la définition la plus fonctionnelle possible. Alors, ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas spécifique à Coq. Hein. La multiplication, ben, on itère l'addition. L'exponentielle, ben, on itère la multiplication, et puis etc. La super-exponentielle, on itère l'exponentielle. Pas de problème. Mais ça fabrique la hiérarchie primitive récursive. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, oui. Je vous avais parlé la dernière fois d'Ackermann. Ackermann, donc cette fonction merveilleuse dans laquelle, alors c'est une autre définition d'Ackermann qui est équivalente avec trois clauses, là, Ackermann de 0 et de n plus 1, m plus 1, 0, Ackermann de m et de 1, et sinon, ce 1 est en marron, je suis désolé, m plus 1, n plus 1, Ackermann de m plus 1 et de n. Donc l'idée, c'est que Ackermann de m et de n, c'est la fonction qu'on obtient en imbriquant, en faisant m récurrences. Mais m, cette fois-ci, est un argument. Donc ça peut faire autant de récurrences qu'on veut, et il est facile de démontrer que ça ne peut pas être défini par une chaîne de récurrence. Cette chaîne serait infinie. Alors voilà comment elle se définit. Hein. Et ben, c'est assez simple. Hein. Il y a deux itérations là-dedans. Il y a celle sur m qui est là, et il y a celle sur n qui est là. D'accord? Donc c'est une écriture combinatoire, si on veut, presque sans variable. Je vous laisse la regarder, hein, mais ce qui est vraiment important ici, c'est j'itère cette fonction, donc fun ça veut dire lambda, hein, cette fonction qui est définie comme ça. Quand ça prend un p, voilà, elle a la définition avec le successeur là, et j'applique ça à m et à la fonction successeur. Et là, au miracle, on récupère Ackermann. Donc, on va être capable de calculer énormément plus de fonctions qu'avec les méthodes habituelles. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça diagonalise la hiérarchie primitive récursive. Et m, c'est le nombre de récursions imbriquées, et c'est le boulot que fait iterate ici. Très bien. Alors, du coup, ça pose la question de quelle fonction on peut définir. Et ben, il y a un théorème de Girard qui est valable aussi ici, qui dit qu'on peut montrer toutes les fonctions dont la terminaison est prouvable dans l'arithmétique du second ordre, qui est justement l'arithmétique que va permettre d'utiliser Coq. Donc ça fait un énorme tas de fonctions, il y en a toujours qui ne sont pas dedans, mais de toute façon, celles qui ne sont pas dedans, vous pouvez toujours essayer de les calculer. Hein. Ça ne marchera pas. Bon, alors, le polymorphisme, c'est un truc très connu, c'est par exemple pour les listes, et ben voilà du Coq, mais ça aurait pu être du UML. Les listes, je prends A d'un type quelconque, là je fais des listes de type quelconque, pas forcément de 7 même, et nil c'est une liste de A, et cons ça prend, donc ça ajoute un élément en tête, enfin je ne sais pas si c'est une tête, ça ajoute un élément, A, liste de A, et ça rend une liste. Ça c'est l'objet totalement standard des listes. Eh bien, il y a un principe de récurrence sur les listes qui tombe gratuitement. C'est celui-là, c'est pour tout type. Pour tout prédicat de liste de A dans les propositions, type dépendant encore, pour toute liste, si P est vrai sur la liste vide, et si pour tout A et toute liste L', j'ai mis L' pour que ce soit plus clair, Coq il met L, pour tout A, L', P de L' implique P de cons de A et de L' entraîne PL. Ça, c'est juste la même chose que pour les entiers, mais sur les listes. Dès que vous définissez une structure de données, aussi compliquée soit-elle, eh ben, elle a son principe de récurrence qui tombe comme un œuf. Ce qui est bizarre pour un Coq, mais bon.
Voilà. Alors maintenant, on peut écrire des listes, mais il y a cet argument à donner qui est le type. On ne peut pas écrire la liste 1, 2, il faut écrire la liste constnat 1, constnat 2, nilnat, puisqu'il y a cet argument de type. Et ça, on n'a pas besoin de ça en ML, grâce à l'unification, merveilleux algorithme. Et donc, on aimerait bien s'en débarrasser. Alors, Coq permet de faire ça grâce à l'unification, qui est un algorithme plus difficile, là. Mais on peut dire qu'il y a un argument par défaut. Ça veut dire que quand vous voyez nil, essayez de trouver le A en fonction de ce qui a marqué à côté. Hein, donc, trouvez le A automatiquement, pareil pour cons. Et ça dit, ce A, vous le trouvez automatiquement et le reste, vous ne touchez pas. Voilà, et puis maintenant, on peut écrire les définitions habituelles, ce qui est sympa, parce que sinon, programmer deviendrait galère. Ça, c'est très important, parce que ce n'est pas important en logique, mais il faut encore que les systèmes soient utilisables. Hein. Sinon, ils ne servent à rien. Voilà la longueur d'une liste, donc ça c'est trivial, on va dire la longueur c'est L, si la liste est vide c'est 0, sinon si la liste est le const de quelque chose et de L', c'est le successeur de la longueur de L'. Bon, programmation absolument banale. Alors, encore qu'on peut calculer, c'est-à-dire les programmes s'exécutent. Hein, les preuves, les programmes, tout s'exécute, donc si je dis eval compute in length L2, ça me répond 2, ce qui est assez logique. Bon. On va voir que cette propriété de pouvoir calculer est très importante et très forte. Alors, on va faire, jusqu'à arriver à une preuve, on va faire un petit exemple sur les listes. On va juste compter le nombre de fois qu'un élément apparaît dans une liste. Alors là, je ne peux pas faire ça comme ça, hein, parce que il faut que je vais le compter comme un programme. Je ne peux pas faire ça comme ça parce qu'il me faut cet objet-là. Il me faut l'égalité booléenne. Il faut que je sache tester. Je veux écrire ça avec un i, il faut que je sache tester M et M. Mais il n'y a rien, enfin c'est bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on va le faire avec l'égalité booléenne. Donc je vais me limiter à NAT, mais vous pouvez le faire de façon beaucoup plus générale. Il faut que j'ai l'égalité booléenne. Et donc c'est le programme normal. Pour nil, c'est 0. Et puis je regarde combien de fois C, c'est le nombre de fois que M apparaît dans la queue de la liste. Et s'il est égal au début de la liste, c'est ça que ça me sert. Alors c'est le successeur de C, sinon c'est C. Bon, ça c'est de la programmation bébête, mais ça va nous servir. Bon, maintenant on va essayer de prouver un algorithme de tri. Alors qu'est-ce que ça veut dire prouver un algorithme de tri? Eh bien ici, voilà un prédicat que je voudrais écrire, sorted A, R, L. L, liste d'objets de type A, est ordonnée par rapport à R. Je ne dis même pas si R est une relation d'ordre. Ordonnée par rapport à R, ça veut dire que je vais avoir le premier R le second R le troisième. Ça n'a pas besoin d'être un ordre. Hein. Là, j'ai fait déteindre mon R vers le rose pour bien montrer que c'est un prédicat, lui. Voilà, sorted, j'aurais pu le mettre en rose aussi, mais comme c'est la variable qu'on essaie de définir. Donc, voilà la définition. Alors, on va la faire définition dans des clauses à la prologue. Hein, je prends mon type, je prends ma relation, c'est-à-dire de A dans propre, c'est ça une relation, c'est un sous-ensemble de A croix A, la même chose que ça, et je prends ma liste, et je rends la liste de type A fetch-prof. Vous voyez, le deux points ici, il sert simplement à dire qu'à gauche du deux points, il faut des noms aux arguments, et à droite, ils sont implicites parce que ça sera rendu. Donc, qu'est-ce que ça dit? Sorted 0, ça dit la liste vide est triée, okay, pour n'importe quelle relation. Sorted 1, ça dit une liste de longueur 1 est triée pour n'importe quelle relation. Et sorted 2, ça c'est plus habile, ça dit pour tout xy et pour toute liste, il faut, pour que la liste soit triée, ce qu'il va falloir que je prouve, c'est que d'abord x est avant y, enfin x est y si on veut, et ensuite y, le reste de la liste XYL, c'est-à-dire YL, Y concaténé à L, c'est déjà trié pour R. Ça, c'est logique, je coupe ma truc par le bout. Donc, il y a deux choses à montrer. Hein. X et Y sont dans le bon ordre, et Y avec le reste est aussi dans le bon ordre. Voilà. Donc, ça, c'est la définition du prédicat sorted. Ça ressemble beaucoup à du prologue. Hein. Ça ressemble infiniment à du prologue. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sorted AR, c'est non seulement un prédicat, mais c'est fondamentalement le type des listes de A ordonnées pour R. Alors, comment on fait après? Alors après, si on veut faire un programme prouvé, il faut aller un petit peu plus loin. Alors je vais encore une fois me mettre que dans les entiers pour simplifier. Parce que là, j'ai dit trier pour une relation, mais
on a un truc un peu plus compliqué, c'est qu'il faut que... Qu'est-ce que c'est que le tri de la liste? Ce n'est pas seulement que la liste obtenue est triée dans l'ordre, c'est aussi qu'elle a les mêmes éléments que la liste de départ. Hein, sinon, vous rendez une liste de n fois le même élément et ça marcherait pour le tri. Alors, voilà ce prédicat qui est sorte de 1, LE. LE, c'est pour plus inférieur ou égal, là, je vais simplifier. Ça veut dire la liste 2 est un tri de la liste 1. Hein, c'est un nom comme un autre, pas trouver mieux. Ça veut dire quoi? C'est la conjonction de ces propriétés-là. La liste L2 est triée par rapport à cet ordre-là qui s'appelle LE. Hein. Ensuite, pour tout n, le nombre de fois que n apparaît dans L1 est égal au nombre de fois que n apparaît dans L2. Et là, j'ai fait teindre mon égal en marron pour montrer que c'est bien l'égal des entiers. Hein. Mais l'égal, c'est un objet très générique. Voilà. Donc, la deuxième liste est triée et elles ont les mêmes éléments. Donc ça, c'est la définition du tri. Ensuite, un petit théorème qu'on peut montrer avec cette définition, qui ne serait pas vrai pour n'importe quelle relation, qui va être vrai pour une relation comme une relation d'ordre, c'est celui-là. Si vous avez deux tris différents, L2 et L3 de la même liste, alors ces listes sont égales. Ça, c'est un théorème qui ne sort pas de l'algorithme de tri, c'est un théorème qui sort de la notion même de tri. Très important quand on fait ces manips de preuve de savoir à quel niveau on cause. Est-ce qu'on cause au niveau de la spécification? Ça, c'est un niveau de spécification. Ou est-ce qu'on cause au niveau de l'algorithme? Et alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est un truc à programmer. Hein. Je vous laisse faire ça, c'est pas compliqué. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire autre chose. On va utiliser le langage de programmation pour programmer un algorithme de tri. Alors là, ce n'est pas forcément trivial. Hein. Dans tous les systèmes de preuve de ce type-là, ce n'est pas forcément trivial. Il y a des tris. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler avec le calcul inductif. Ça veut dire fondamentalement, il faut expliquer au moment du programme comment le programme termine. Et il y a des tris pour lesquels savoir si ça termine, ça occupe. Quicksort, par exemple, ce n'est pas trivial à écrire parce que savoir si ça termine. Bon, le tri par insertion, ça se fait facilement. Bubble sort, ça doit pouvoir se faire facilement, mais quicksort, à ma connaissance, c'est un peu plus de boulot. Peut-être on en saura plus après. Mais bon, ça, je ne le fais pas. Je suppose que quelqu'un l'a fait. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que prouver l'algorithme de tri? Eh bien, c'est de montrer que le théorème MySort-OK, là, qui devrait être rose, qui est pour tout L, sort de L1, ça veut dire MySort de L est effectivement le tri de ça. Et donc ça, on écrit dans le langage les spécifications, on écrit dans le même langage des théorèmes à propos de ces spécifications, on écrit dans le même langage l'algorithme de tri, et on écrit dans le même langage le théorème, et à l'intérieur du système, les calculs, qu'ils soient calculs ou preuves, ils ne sont pas très différents. C'est des calculs de lambda calcul essentiellement qui ne sont pas très différents. Donc ça, c'est une grosse différence avec les autres systèmes. Tout ça, c'est en fait la même chose dedans. Et après, le miracle apparaît, si on veut, c'est qu'on a un programme en coq. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un programme en coq? Et comment on le compile pour le mettre en machine? Eh bien là, on appuie sur un petit bouton qui s'appelle Extraction, MySort. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système va fabriquer un programme Camel qui est un programme de tri prouvé. Il va être extrait automatiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le système, en fait? Quand on a fait la preuve, on avait la spécification, on avait l'algorithme, le programme. Et quand on a fait la preuve, on a fait plein de choses. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est faire tourner le programme, en fait. Hein. Et on a prouvé, donc il y a toute une sorte d'opération logique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève automatiquement de tout ce qui a été fait, toutes les opérations logiques qui servaient à faire la preuve, mais qui ne servent pas à calculer. Donc, on va laisser que, en gros, parce que l'extraction, ce n'est pas tout à fait aussi simple, on va laisser presque le programme qu'on aurait écrit à la main. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il reste, dans certains cas, l'argument qui dit que la façon dont on explique au système que ce programme termine, alors qu'on n'en a évidemment pas besoin à l'exécution, puisqu'il est prouvé que ce programme termine, et ça, ce n'est pas forcément facile. Ce qu'on appelait le variant la fois dernière, ce n'est pas forcément facile à extraire. Mais donc ça permet d'extraire un programme correct par construction à partir simplement des calculs qu'a fait la preuve. Donc ça, c'est assez important.
bon, Coq peut servir à beaucoup de choses. On va voir que ça sert à faire des maths et que là, on n'extrait pas forcément de programme. Mais on va le voir à l'œuvre un peu plus tard. Et alors, je termine sur Coq par un rôle essentiel du calcul dans l'épreuve. C'est que le système, j'ai dit, tout a une forme normale unique en Coq, et ça, c'est vraiment important. Et ça se voit dans sa façon de calculer. Par exemple, voilà un théorème trivial, 24 égale 24. D'accord ? Ça, pour le système, ce n'est pas trop dur, parce que 24, c'est S de S de S de 23 fois 0. Donc, c'est une forme normale. Et là, il a juste à montrer que cette forme normale est égale à elle-même, et ça ne fatigue pas trop. Maintenant, si je définis donc ce égal, qui devrait être marron d'ailleurs, ou noir, bon, c'est pareil, c'est un prédicat logique aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'écris factoriel? Si j'écris factoriel de la façon la plus classique qui soit, et que je voudrais montrer un théorème tout à fait banal, qui est que factoriel 4 vaut 24. Est-ce qu'il faut faire une preuve? La réponse est non. Il n'y a pas besoin de faire de preuve. C'est la même preuve, sauf que j'ai mis ici trivial, c'est vraiment que c'est la même chose des deux côtés. Simple, ça veut dire fais le calcul. Pour faire factoriel 4 égale 24, il suffit de calculer factoriel 4. Et ça, ce calcul est fait par le système, puisque tout est en forme normale. Quand il calcule la forme normale de factoriel 4, forme normale, ça veut dire forme définitive unique et à partir de laquelle on ne peut plus calculer, eh bien, il peut tomber que sur 24. Donc, il n'y a pas besoin de prouver ça. Et ça, c'est extrêmement important dans l'utilisation de Coq, c'est que calculer et prouver, eh ben, c'est toujours la même chose, et les calculs sont fondamentalement gratuits, pas forcément gratuits en termes de mémoire et en termes de CPU, mais gratuits en termes conceptuels. Si jamais vous avez factoriel 4 dans un coin, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est 24. Bien. Alors ça, c'est le théorème qui fonde Coq, hein, le grand théorème de Coqan. Donc j'avais dit la dernière fois que ce théorème a donné le Grand Prix Gödel du centenaire à Thierry Coqan, ce qui n'est pas tout à fait rien, et puis d'autres choses après. Alors, bon, est-ce qu'il faut tout faire à la main? La réponse est non. Les gens essayent de mettre des bibliothèques, par exemple les preuves en calcul des prédicats intuitionnistes, en arithmétique de Pressburger, donc ça c'est l'arithmétique qu'on sait traiter, l'arithmétique décidable, les égalités polynomiales, les formules linéaires, inéquations. Il y a un bug là. Hein. Bon. Voilà. Et oui, non, c'est inéquation entre formules linéaires. Il n'y a pas de bug. C'est inéquation entre formules linéaires et field, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui existent dans le système. Alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi. On ne peut pas dire je vais mettre mon algorithme dans le système, parce que pour mettre ton algorithme dans le système, il faut fabriquer des preuves. Le système n'accepte que les preuves. Il n'accepte pas les résultats, il n'accepte que les preuves. Donc il faut trouver un moyen de donner ce qu'on appelle des certificats, des preuves. Bien. Ce qui n'est pas le cas dans PVS, par exemple. Alors, les grands succès, pour terminer, il y a de plus en plus d'utilisateurs et de contributeurs. Je commence à en faire partie. Je vous raconte ça, mais je ne suis qu'un passeur, là, hein, parce que moi, je n'ai rien fait de tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'informaticiens et de matheux, en particulier à Princeton. Princeton a ouvert une année spéciale Coq à l'Institute of Advanced Studies, vous savez, ce petit endroit où il y avait Einstein, Gödel et tout ça. Vovotsky, par exemple, qui est médaille Fields, fait de l'homotopie et lui raconte qu'il n'arrive pas, ces sujets sont tellement techniques qu'il n'arrive jamais à se faire référier ses papiers parce que les référies en ont marre de référier ses preuves et que donc son intention, c'est de remplacer les référies par un système automatique de ce type-là, pour plus avoir besoin d'attendre pendant 3 ans que les référies répondent. Ce qui est un problème sérieux, notre papier sur STRL avec Georges Gontier n'a jamais été référié. Les référies n'ont jamais répondu. Le papier a été publié sans aucun référie. Et deux succès dont je vais parler, donc CompCert, le compilateur C-prouvé, j'en ai déjà parlé quand on a parlé du test aléatoire, le seul compilateur qui a résisté à C-Smith, qui a fait exploser en centaines de bugs tous les compilateurs connus, et puis deux grands théorèmes de maths et sans doute d'autres à venir. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Et comme prix, le prix Gödel du centenaire, j'ai déjà marqué, le Programming Language Software Award en 2013, si j'ai bien compris, et l'ACM Software System Award en 2014, qui sont deux récompenses extrêmement prestigieuses
l'ACM étant Association of Computing Machinery, la grande institution mondiale dans ce domaine. C'est elle qui donne le prix Turing, par exemple. Alors voilà comment marche CompCert. Alors CompCert, c'est un vrai compilateur. Ce n'est pas du tout un joujou. C'est un compilateur qui est fait pour être utilisé, par exemple dans les avions, dans les voitures, etc. Donc c'est un compilateur raisonnablement optimisant. Ce n'est pas CC-O4, mais c'est CC-O1 tranquillement, ce qui est le maximum autorisé en embarqué en général de toute façon. Donc il y a 11 langages intermédiaires, il y a plein de passes comme ça. Le découpage, il faut que ce soit très habile, hein, c'est compliqué. Et dedans, il y a des parties vraiment difficiles qui sont essentiellement les optimisations. Par exemple, le pipeline logiciel et tout ça. Si vous regardez l'exposé de Xavier Leroy qu'il avait fait en 2008 sur qu'est-ce que c'est qu'un compilateur, il en parlait très très bien de ça. Et ce n'est pas tout fait en Coq, c'est-à-dire il y a quand même, on peut avoir des méthodes hybrides. J'ai dit que, par exemple, si on voulait mettre des preuves automatiques, des prouveurs automatiques, il fallait des certificats. Mais on peut aussi faire d'autres choses. Par exemple, dans l'allocation de registres dans un compilateur, l'allocation de registres, c'est de la coloration de graphes. Vous avez un graphe et il faut trouver le minimum de couleurs pour le colorier, pour, par exemple, que deux sommets rejoints par une arête n'aient pas la même couleur. Donc, les algorithmes pour ça sont très compliqués. Et il n'est pas question de les prouver. Et il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est on appelle un algorithme, et la seule chose qu'on a à faire, c'est de vérifier que sa réponse est valable. C'est-à-dire que sur le graphe coloré qu'il a rendu, ben quand on prend une arête, il n'y a jamais de même couleur des deux côtés. Et ça, c'est très facile à faire. Ça, c'est très facile. Donc on n'a pas besoin de prouver tous les algorithmes. Il y a des algorithmes dont on a simplement besoin de trouver que le résultat est bon. Par exemple, si vous voulez savoir si une formule booléenne est satisfiable, il y a des algorithmes extrêmement chevelus, mais si vous donne le résultat oui, il n'y a qu'à mettre ces valeurs là-dedans, là c'est instantané la preuve. D'accord ? Donc tous les algorithmes ne sont pas nécessairement écrits en Coq. Et donc ça fait un compilateur qui est tout à fait intéressant et donc qui a, j'espère, un joli avenir dans l'industrie au moins de haute sécurité. Et l'industrie de haute sécurité nous entoure. À l'heure actuelle, par exemple, ARM, qui est le grand roi des processeurs à l'heure actuelle, ARM a fait l'année dernière, je crois que c'est 16 milliards de processeurs qui font tourner du code C, dont on espère qu'il fonctionne. Et le compilateur est un moyen de tout tuer. Et puis quelque chose dont j'ai déjà parlé ici, mais je vais en parler un tout petit peu plus, et vous aurez un séminaire de Georges Gontier forcément. J'ai eu l'honneur d'avoir Georges Gontier comme étudiant sur STRL, c'est lui qui a fait la deuxième sémantique d'STRL avec moi. Ou l'inverse, c'est moi qui l'ai fait avec lui plutôt. Donc le théorème des quatre couleurs était un petit choc dans ce monde de la preuve, et un peu des maths, mais pas trop pour les maths. Le théorème des quatre couleurs, c'est qu'on peut colorier une carte de géographie qui est derrière, là je ne vais pas vous la montrer, on peut la colorier en quatre couleurs pour que des pays qui ont autre chose qu'un point commun ne soient pas de la même couleur. Et donc c'est un théorème qui a été ouvert en 1852, par Guthrie, sur lequel il y a eu beaucoup de preuves fausses, y compris par des mathématiciens de très grande solidité. La première preuve, officiellement juste, ça dépend des interlocuteurs, 1976, Appel-Haken, et cette preuve était intéressante parce que c'était un papier de maths qui établissait en mathématiques qu'il suffisait de vérifier un nombre fini de cas, je ne sais plus la taille, c'est en quelques milliers, et ensuite un programme pour vérifier ces milliers de cas. Et donc les matheux disaient, fort logiquement, pour le papier de maths, les référies ont fait le boulot, il est nickel. Les milliers de cas sur ordinateur, on ne peut juste pas y croire. Ce qui, à l'époque, n'avait rien de ridicule. Pourquoi ? C'était programmé en assembleur optimisé sur une machine IBM, et quiconque a manipulé de l'assembleur optimisé sur une machine IBM comprendra que faire confiance à des programmes, même écrits par des experts, ce n'est pas forcément gagné. Le théorème a été entièrement rentré en Coq en 2005 et simplifié pas mal. Il y a eu beaucoup de choses améliorées dans la preuve. Mais il y a une chose qui était très intéressante, c'est qu'il n'y avait aucun problème avec les cartes finies, et par contre, il y en avait avec le papier de maths. C'est-à-dire que dans le papier de maths, il y avait des choses du genre preuve omise évidente mais longue, et quand on regardait de près, il valait mieux marquer ça que de faire la preuve en vrai. Et donc, il a fallu que Georges fasse la preuve en vrai, en inventant de très belles structures de données pour parler très souplement des graphes planaires et du théorème de Jordan en discret et des choses comme ça. Et donc ça a été un assez gros boulot et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et c'était donc fait chez Microsoft à l'époque.
Voilà. Alors en 2013, avec une équipe consistante et un travail d'un autre ordre de grandeur, a été montré le théorème de Feit-Thompson, qui est sur la classification des groupes d'ordre impair. La classification des groupes, c'est, à l'heure actuelle, ça c'est un des très gros théorèmes qui a été monté en volume. Et la classification des groupes, à l'heure actuelle, il semblerait qu'il y ait un accord pour dire que c'est pas loin d'être montré, mais il y a 10 000 pages de preuves, complètement hétérogènes par des centaines de gens, et donc personne ne sait si c'est vrai. Mais là, c'est sûr. Donc ça a été publié. Et c'est assez intéressant parce que dans la publication originale du théorème, il y a 255 pages de maths vraiment lourdes, et ça commençait par un warning disant que à un mathématicien entraîné dans le sujet, il faut compter 1 an pour lire la preuve. Enfin, la lire sérieusement, pas la feuilleter, se convaincre de la preuve. Donc maintenant, c'est tout en machine. Et alors, c'est assez intéressant pour des tas de raisons, mais d'abord, ça a un peu secoué le monde mathématique, parce que tout le monde pensait que c'était complètement impossible il y a peu de temps, finalement. Moi, j'ai vu les gens travailler, ils étaient en face de moi, de mon bureau à Sofia, et de temps en temps, on les voyait passer 2 jours sur 3 lignes. C'était assez hallucinant, mais pas forcément pour écrire en coq, pour juste comprendre ces 3 lignes. Et ce n'étaient pas des débutants. Donc il y a toute une équipe avec Yves Berthaud, Laurent Théry, etc. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un gros travail de génie logiciel, ou plutôt de génie mathématique, qui consiste à faire ce qu'on dit qu'on fait en vrai. Donc d'organiser l'ensemble des théories mathématiques dont on a besoin en une vraie structure informatique. Et donc, ça a démarré avec les polynômes, les théories de Galois, les matrices, l'algèbre linéaire, ça occupe ça. Les groupes, les nombres premiers, et puis tout un tas de machins auxquels je ne comprends rien. Apparemment, il y a un gros point qui a été très central, qui est la théorie des caractères sur les groupes. Et pour arriver au théorème. Et donc ça, c'est très important, parce que ça ne donne pas seulement un théorème, ça donne une façon d'organiser les mathématiques et les relations entre les théories mathématiques pour qu'elles soient utilisables par autre chose que du texte humain. Et le texte humain, ça a ses côtés bien. Les mathématiciens, ce n'est pas forcément dans les preuves de ce type-là qu'ils sont intéressés, mais c'est plus dans les résultats. Ils ont un peu cette proof irrelevance dont je parlais. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas un grand écart de volume entre la preuve réelle, enfin la preuve initiale, et la preuve en coq. Voilà un bout de... Ça, j'emprunte tous ces transparents à Georges Gontier. Voilà un bout du bouquin. Et voilà ensuite la même chose en coq. Alors, ceux qui connaissent la LaTeX verront des backslash sigma qui leur diront que ça ne prend pas beaucoup de place quand c'est écrit en grec. Mais vous voyez, il faut s'habituer. Ça, c'est un « et », par exemple. Donc ça, c'est vraiment de l'ASCII qui peut se précipiter mieux. Et ce n'est pas si différent. Et par exemple, je prends un deuxième exemple de Georges. Voilà une page de la preuve avec un certain nombre de calculs et rendu en coq. Eh ben, c'est linéairement plus grand, mais ce n'est pas gigantesquement plus grand. Donc, ça intéresse beaucoup les gens parce que c'était pensé complètement impensable il n'y a pas longtemps. Et la très grande puissance de Coq de calculer est beaucoup utilisée là-dedans, et de calculer et de prouver, et d'unifier calcul et preuve, ça a été vraiment très important. Alors, en conclusion, tous ces systèmes dont je vous ai parlé, HOL, Isabelle et tout, ça a été développé à bas bruit, je dirais. Pas quelque chose dont on parlait dans les journaux. Et par des gens extrêmement tenaces. En Europe et aux États-Unis, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Il y a eu à Cornell, etc. Et maintenant, ça devient vraiment des outils importants. Maintenant, on se rend compte aussi qu'avoir des programmes qui marchent, ce n'est pas pareil qu'avoir des programmes qui ne marchent pas. Et on fera des séminaires, par exemple, sur la sécurité. Oui, mais il n'y a pas longtemps qu'on se rend compte de ça. Il y a encore énormément de domaines. Je vous rappelle encore une fois cette magnifique chose qui apparaît sur le téléphone où il y a marqué, dans l'appli du Monde, où il y a marqué « Le monde s'est arrêté ». C'est vraiment le meilleur rapport de bug que j'ai jamais vu. Donc c'est important. Alors les succès pratiques dépassent les prévisions initiales les plus optimistes, à mon avis. Je ne suis pas sûr que ce soit l'avis de Gérard Huette, mais, parce qu'il était assez confiant dans le fait qu'on ferait des choses, mais en particulier les grands théorèmes de maths, ce n'était pas clair. Si on regarde comment on parlait de ça il y a 20 ans, c'est quand même très différent.
Il y a des formations à grande échelle qui sont faites. Il y en a une à l'Institut Henri Poincaré il n'y a pas longtemps. Et puis il y a deux très très beaux documents, donc le Coq Art, qui est un livre vraiment très très complet sur Coq, et puis ce cours-là, hein, ces liens sont cliquables, hein, vous les aurez, Software Foundations, qui est une utilisation de Coq pour faire du logiciel, pas pour faire des maths, par Benjamin Pierce. Moi je suis en train de le faire en ce moment, je fais les exos là. L'avantage des exos, c'est que on les fait en machine, hein, on a un juge de paie, il n'y a pas besoin d'écrire à Pierce pour qu'il vérifie la solution, et c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, et puis une chose qu'on est en train de faire dans mon tout petit labo, puisqu'on n'est que deux pour l'instant, on sera bientôt trois, avec Lionel Rigg, qui est là-bas, c'est de faire un compilateur d'STRL en circuit, c'est-à-dire ce que j'ai fait pendant 15 ans, qui soit extrait d'une preuve en Coq. Et là, pour l'instant, Lionel a déjà rentré toutes les sémantiques fondamentales d'STRL et montré leur équivalence. En particulier, montrer que la sémantique constructive dont j'ai parlé ici il y a 2 ans respecte la sémantique logique de base dont j'ai parlé aussi il y a 2 ans, ce qui est un résultat non trivial. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'ai écrit un bouquin sur STRL qui est sur le web, qui s'appelle The Constructive Semantics of STRL, et que je n'ai jamais fini parce que je me suis dit, les preuves, je ne veux pas les écrire à la main. Je veux les faire en Coq. Et bon, ça ne change rien parce que les choses qui sont marquées dedans sont justes. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème avec les preuves. Enfin, il y a des coins qui m'inquiètent un peu. Mais je trouve que ça ne m'intéressait pas de publier le bouquin sans des vraies preuves. Et moi, je me disais que je serais capable de faire que des preuves pas tout à fait vraies, parce que c'est quand même assez délicat, ces trucs-là. Et c'est un très très bon exo pour Coq. Et puis, ce compilateur a beaucoup servi pour faire des vrais circuits. Et je pense que ce serait rigolo. Voilà.